j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est vrai, alors on peut prendre quasiment là. J'ai lancé l'enregistrement, déjà au moins comme ça. Ouais. Fais voir comment toi tu vas parler juste pour le son. Moi je vais parler comme ça. Ok, bah c'est parfait. Il y a un léger... ouais, je serais un petit peu comme sur la gauche, comme ça. Ok, c'est parfait. Ouais. Du coup, bah, merci beaucoup déjà de venir. C'est un vrai plaisir. Monsieur Marc Fraise. C'est très chaleureux ici. Je sais pas si je dois dire Monsieur Fraise ou Marc Fraise du coup. Mais tu dis comme ça t'arrange. Non mais quand toi, parce que là je sais que t'es dans un moment où toi tu viens faire un peu de la promo pour tes spectacles, etc. Et du coup là quand tu viens faire... C'est pas obligatoire. Hein. Non mais quand tu viens faire ça, t'es Marc Fraise ou t'es Monsieur Fraise? Quand tu viens sur Paris pour faire des interviews, etc. C'est ça que je voulais c'est savoir. un peu selon le cahier des charges, quoi. Ouais. C'est très difficile d'être Monsieur Fraise hors scène et s'il n'y a pas de public. Ok. Mais récemment, j'étais chez Yann Barthès, qui a un public, mais il voulait pas Monsieur Fraise, il voulait plutôt le mec qui s'occupe de Monsieur Fraise. Ok. Voilà, okay. donc c'est moins rigolo parce que effectivement, moi, c'est mon personnage qui est drôle. Moi, je suis pas à l'aise quand il faut parler de soi et puis redire un peu tout le temps les mêmes trucs quand même. Ah ouais, t'as l'impression que c'est tout le temps ça. Attends, ça fait 18 ans que je fais ce métier, je raconte tout le temps la même... Je m'ennuie. Oui. Je m'ennuie à me raconter, c'est clair. Et là, comment on va faire pour pas s'ennuyer alors? Eh ben, on va parler de toi. Non, quand même pas, c'est pas le but. Mais en vrai, c'est vrai que c'est marrant parce que j'arrive à chaque fois un peu à anticiper quelle serait la conversation quand j'invite quelqu'un, etc. Je me fais des films, etc. Et avec toi, il y a ce truc de... je peux pas savoir quoi. Tu vas arriver, on va discuter, on va voir ce qui va se passer, quoi. Il y a un côté... Peut-être rien dire du tout. Ouais, peut-être. Ouais. Il y aura des silences, il y aura des machins, on va voir. Mais c'est cool parce que, en vrai, moi, c'est ce que je disais... à Léo qui nous a mis en contact. Moi, tu fais partie des gens dont j'ai quasiment tout vu sans me dire qu'il fallait que je vois tout, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui sort, je regarde les nouvelles vidéos, les nouveaux tutos, tes spectacles, et il y a un univers que je trouve assez dingue déjà. Donc excuse-moi de te mettre mal à l'aise et de non, faire... Non, c'est très gratifiant, je suis très content d'entendre ça. Mais du coup, voilà, c'est vrai. Et du coup, quand t'es arrivé, j'ai imaginé plein de trucs, et une des premières questions qui m'était venue à te poser, c'était ce truc de... j'ai l'impression que Monsieur Fraise, en fait, c'est l'extension de toi pour gérer les moments de malaise et les moments parisiens limite, parce que je sais que tu vis pas à Paris, mais ce truc de je suis Monsieur Fraise quand je suis oppressé, entre guillemets, quoi. C'est un moyen de mettre une distance et d'être à l'aise, quoi. Ouais, quand j'ai créé ce personnage, je l'ai fait un peu inconsciemment, mais j'ai voulu un personnage fragile. Donc au départ, il y avait cette fragilité, et puis je crois que le public est plus très habitué à vivre le personnage qui n'assure pas. Il est plutôt dans une tendance aujourd'hui, le public, à vouloir aller voir des mecs qui assurent. Donc j'avais déjà mis un pied dans ce bain du malaise. Et après, c'est vrai que à force de me dire tu crées des malaises, je me suis dit il faut en faire une spécialité, et puis aller au bout du bout. Je suis loin d'être allé au bout, même si j'ai eu 2-3 expériences très très malaisantes, mais alors là qui étaient pas maîtrisées. Mais sinon, oui, le fait est que aussi, enfin, je trouve que c'est malaisant d'être devant un public et d'être invité à le faire rire. Oui. Il y a un constat au départ qui est de dire merde, quelle prétention, donc il va falloir quand même lui montrer quelque chose. C'est vrai. Moi, ce que je lui dois à ce public qui va venir me voir, c'est au moins de l'avoir surpris. Surprise. Si je l'ai pas fait rire, tant pis, ça c'est impossible de toute façon de faire rire tout le monde. En tout cas, je le souhaite pas parce que ça voudrait dire que je fais un truc très lisse. Ouais, ok. Donc le choix est de faire un truc personnel, mais le malaise va arriver, mais c'est donnant. Hein. Moi, c'est un truc le que public me met pas à l'aise toujours non plus. Oui, je comprends. Mais c'est un truc que j'ai compris récemment, moi, en faisant de la scène depuis peu de temps. C'est pas forcément bien de plaire à tout le monde, quoi, de faire rire tout le monde. C'est pas forcément bon signe, quoi. Non, je crois pas. Non, moi, quand je vois ce fameux site de réservation Biréduc, quand je vois les trucs 2000 personnes contentes à 100%, je me dis quelque part ils ont dû acheter un truc, un produit pour le prix de deux. Enfin, ils ont dû avoir un prix, quoi. C'est quasiment une secte, je suis assez d'accord. Non, il y a un côté très étrange. Je suis très fier d'avoir 10% de déçus, même de navrés. Il devrait créer la case navrée pour moi. Non, c'est... Et en plus, en me disant que, avant que tu passes dans On ne demande qu'à en rire,
qui à mon avis a été quand même pour toi un espèce de switch quand même à un moment donné. Les gens quand ils venaient te voir, ils savaient pas ce qu'ils allaient voir. Et ça a dû être un sacré tournant, entre guillemets, d'appréhender le public après 10 ans avec Monsieur Fraise. De maintenant, ils savent ce qu'ils viennent voir. Et il n'y a pas eu un tournant à ce moment-là quand même. Si, qui était compliqué, parce que je n'avais même pas réfléchi à ça. Mais effectivement, quand tu as ouvert la fenêtre au grand public, par le biais de la télé en plus, tu vas te retrouver avec plein de gens qui, déjà, ça c'est pas très heureux, mais qui viennent te voir plus pour te voir en vrai que pour voir ton spectacle. Ça fait un peu peur. Ouais. Et puis après, toute une part d'un public qui sait un petit peu à l'avance à quoi s'attendre. Et du coup, je ne pouvais plus jouer de la même manière. Okay. C'est-à-dire que je perdais en puissance d'effets de surprise, ça c'est sûr. Et quand même des avantages. Il y a aussi plein de gens qui ont adhéré, qui sont venus pour voir ce style-là, qui ont adhéré à ce style et qui m'ont poussé à aller plus loin. Donc forcément, ça a été plutôt une bonne opération de passer à la télé. Mais effectivement, changement de c'était pour moi vraiment moins évident une fois que le public me connaissait. Parce que sans te connaître et en juste en voyant ce que tu fais et en ayant des intuitions, j'ai l'impression que tu rêverais d'un monde où tu pourrais faire de la scène devant 100 à 300 personnes sans être connu du tout, entre guillemets, juste ça remplit à l'aveugle. Et j'ai l'impression qu'il y a une dissociation. À chaque fois que tu parles de personnage, je suis pas à l'aise moi en étant sur scène, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de je rêverais de pouvoir faire ce que je fais, mais sans être plus ou moins... Ouais, je préférerais. C'est pas un rêve parce que je trouve que la scène permet justement ces challenges. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit bon bah merde, je peux plus les surprendre. Ils connaissent mon truc. Et ben le challenge, ça va être de dire bon, ils connaissent mon truc. Et ben je vais chercher pour les surprendre. Et opération aussi pas simple pour moi de me surprendre moi-même. Ça c'est le boulot de l'acteur que tu connais, du comédien qui rentre en scène pour la 1000e fois pour dire la même chose. Voilà, on le ressent ce moment où on n'y croit plus, mais et qu'il faut passer à autre chose. Mais voilà, le challenge c'est quand même à chaque fois de remettre de la fraîcheur. Et voilà, je crois que tous les mecs que tu peux interviewer qui font ce métier-là, c'est leur problème. Oui. C'est ça notre problème. Ouais, de se faire plaisir soi. Voilà, avoir du monde, après ça dépend plus de nous, ça dépend de est-ce que ça plaît à une certaine partie du public, et puis est-ce que on a un producteur ou des gens qui nous soutiennent suffisamment pour avoir du monde. Mais du coup, toi, tu y as cru quand même, en mode... Parce que, alors, la page Wikipédia, c'est souvent nul, mais en tout cas, je l'ai quand même lu rapidement, où ils disent que tu as commencé en amateur en 92 et que tu es devenu professionnel en 2000. Déjà, je trouve ça hyper drôle. C'est quoi cette différence entre amateur et professionnel ? Il y a eu un tournant en 2000, réellement ? Ouais, c'est une fiche de paye. Ah, ok. C'est tout. Amateur, moi, je faisais ça... Donc, Wikipédia connaît la date de ta première fiche de paye. En gros, ouais. Ok, c'est drôle. C'est pas stipulé, mais effectivement, pour moi, devenir amateur... Comme le fait de percer dans ce métier-là, je peux pas considérer que percer ce soit passer à la télé ou avoir fait une pub pour Peugeot. Pour beaucoup de gens, c'est ça percer, c'est passer à la télé ou ouais, je sais. mais moi, les gens me reconnaissent dans mon village beaucoup plus pour avoir joué dans une pub que avec Quentin Dupieux. Et là, en l'occurrence, je faisais du théâtre amateur, c'était vraiment pour créer du lien, parce que je connaissais personne à Lyon quand je suis arrivé en 92. J'avais jamais imaginé faire ce métier-là jusqu'au jour où. Et puis, c'est pour créer du lien au départ. Au départ, c'est pour créer du lien. Trouver une activité, quoi. Ça aurait pu être le badminton et c'était. Ça aurait pu être le badminton, mais il y avait moins de gonzesses et ça demandait plus d'efforts. Je comprends. Ok. Parce que les cours de théâtre, enfin en tout cas les petites troupes de théâtre qu'on voit, c'est souvent une majorité de filles. Oui. Et tu y es arrivé pour du coup rencontrer des gens dans une nouvelle ville. Rencontrer des gens, et puis fait incroyable, c'est que j'ai sélectionné la gente féminine, il y avait de tout. J'en ai sélectionné une et je l'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Ouais, j'ai rencontré ma femme là-bas. Ah ouais, c'est fou ça, c'est quand même un plan qui s'est déroulé. Qui est chouette en plus, c'est une chouette femme. Ouais, c'est bien joué, putain, bravo. Ouais, bien joué. Ok, Après, je me suis barré. Une fois que j'ai trouvé ma femme qui avait des parents avec une piscine. En plus. Ouais.
Ah bah d'accord, ok. Bah, je ça a comprends. été l'argument principal. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Il y a les parents avec la piscine. Mais du coup, c'est marrant. Du coup, il y a vraiment ce truc de t'es rentré là par hasard au départ, quoi. Et après, ça t'a piqué, du coup. Alors je devais avoir un petit goût, mais enfoui. Et comme le fait de faire du one-man show, moi j'ai toujours admiré les mecs qui arrivaient à me faire rire par le biais du petit écran, Ouais. et qui arrivaient à me faire rire, et moi et mes parents, et comme les mecs comme Coluche ou De Vos. Et lorsque j'ai commencé à imaginer, parce qu'on m'a quand même poussé à essayer ce métier-là, ça a été un gros tournant, parce que tout à coup je faisais un truc qui me paraissait impossible. Ah, moi, Et en il y a- fait, c'est pour ça que c'est pas mal ce métier-là avec les scènes ouvertes. Il suffit de monter sur scène, d'avoir préparé 2-3 conneries, d'y tenir un peu, que ça nous tienne un peu à cœur. Et puis après, ça marche ou ça marche pas. Hein. Ouais, la phrase après ma première scène, c'est mes parents que j'ai eu, et la phrase que je leur ai dite, c'est ça s'est très mal passé, mais je vais continuer. Ouais, Il y a ce ça truc s'était de- mal passé. Ouais. La première Ah oui, fois, la première fois, mais suffit avec pas ce pour, truc de pour jauger. Ouais. ce truc de, mais là ça y est, je crois que Quand il a envie. Hein. Ouais, c'est bizarre, il y a un truc quand même. Mais c'est marrant parce que tu dis aussi, j'ai découvert via le petit écran, du coup, Coluche, etc. Et en même temps, tu disais que via l'écran, c'est pas le meilleur moyen de consommer de la comédie, quoi. Avant là que t'arrives, avant qu'on enregistre, on disait, c'est toujours en vidéo, c'est toujours plus dur de consommer de la comédie, quoi. C'est vrai, c'est vrai. À l'époque, je me posais pas la question, je riais sur mon canapé, un peu fasciné quand même, parce que je ne sortais pas. J'ai pas des parents qui m'emmenaient au théâtre, et j'ai vu la différence, clairement, honnêtement, entre le spectacle vivant et le spectacle mort de la télévision. Après, c'est vrai que moi, je pense que j'aurais éclaté de rire au gymnase en voyant Coluche, alors que à la télé on est plus dans l'analyse, on est plus passif quand on regarde en tant que spectateur. Évidemment. Voilà, donc j'ai pas eu cette chance de le voir en salle, mais il m'a quand même beaucoup inspiré. Comme quoi, c'est vrai que le petit écran ou les écrans peuvent donner une idée. Okay. Après, elle peut être très fausse, elle peut être très biaisée. Maintenant, tout le monde en bouffe tellement que, et puis c'est tellement maîtrisé que on ne sait pas à quoi se fier. Quoi, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté de trop policé et trop maîtrisé, et ça te gêne. Non, moi, je suis hyper déçu, je trouve ça hyper dommageable finalement que le spectacle vivant soit tellement récupéré, et notamment l'humour, par ces écrans, parce que déjà ça fait moins de monde en salle, hein. Tous les gens qui passent leur temps devant leurs écrans, ils sont pas en salle, et puis ça casse un truc qui existait, je pense, bien plus avant, et qui se meurt, la curiosité du spectateur qui va aller voir un truc sans vérifier que c'est son style au départ, sans vérifier que le mec a eu des prix ou qu'il a été vu à la télé. Ils allaient dans des salles de café-théâtre, dans des salles de spectacle, en acceptant la surprise, et ça on le voit de moins en moins, hein. Ça existe encore, mais les mecs sont c'est des résistants. Non, ça existe, c'est vrai, et ça casse un peu je suis assez d'accord avec toi sur le côté de ça casse vraiment la surprise, et en fait la comédie devrait être consommée effectivement, parce que tu parles souvent de surprise au lieu de parler de rire, et c'est ça qui est étonnant en plus. C'est vraiment, j'ai l'impression que, parce que tu parlais de Coluche en personne que tu aurais aimé voir, mais quand je te vois aussi sur scène, j'ai l'impression que je t'ai vu à l'Européen là très récemment, notamment ce truc de t'as envie de faire vivre à la salle quelque chose, c'est-à-dire que tu te permets même de sortir de scène, d'emprunter des habits, enfin je veux pas te dire trop de choses parce que les gens faut qu'ils viennent te voir, mais il y a ce truc là, et j'ai l'impression qu'il y a aussi une influence entre guillemets Andy Kaufmanienne, un peu ce truc de je veux que ça soit le tout soit un spectacle, quoi, pas moi sur scène mais toute l'ambiance qu'il y a dedans, etc. Il y a aussi ça dans cette volonté de créer une ambiance globale, quoi, un peu aussi, non ? Pesante ou palpable quasiment. Ben ouais, enfin moi j'ai appris ça avec le temps, et avec quelques rencontres intéressantes de gens de ce métier-là, du théâtre, qui m'ont un peu aiguillé, mais j'ai toujours eu ce goût pour la surprise. Mais c'est un élément dans un spectacle, la surprise, inhérent, oui. Mais qui n'est pas obligatoire non plus. C'est parce que c'est de mon goût, et que moi, en tant que spectateur, j'aimerais être surpris par un spectacle. Mais je conçois... un spectateur qui sort d'une salle en disant « j'ai pas été surpris du tout », c'est rarement positif. Il va pas dire ça positivement. Je suis pas sûr, parce que si c'est bien marré, si c'est tordu le bide, si...
Oui, effectivement, la surprise, c'est quand même un grand plus, quoi. C'est un Genre, grand mais plus, tu- c'est un grand oui. plus. Mais il faut, moi, je ne crache pas non plus sur les spectacles qui te font marrer sans, et même si c'est un peu attendu. C'est que moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. C'est tout. Mhm. Mm. Ok, je comprends. Il y a il y a cette volonté de. Et Kaufman, ben, c'est pas une influence puisque Kaufman, moi, je l'ai connu vraiment sur le tard. Ça Mm. faisait 10 ans que je faisais de la scène. Mais effectivement, quand je l'ai vu, j'ai dit merde, un cousin. Mais le mec allait beaucoup plus loin que je ne vais moi. C'est-à-dire que lui, c'était un jusqu'au boutiste. Moi, j'ai quand même l'impression d'avoir déjà été mis dans un tiroir. C'est-à-dire Ok. le mec qui fait les silences et qui fait de la gêne. Lui, il ne laissait pas les spectateurs au repos. C'est-à-dire que je pense que dès que... T'as été mis dans un tiroir ou tu t'es mis dans un tiroir? C'est un peu des deux. C'est que j'ai accepté, quand on accepte de rentrer dans un rouage, dans celui du café-théâtre, de faire de la pub, de la promo, etc., à un moment donné, on suit un truc qui est assez... c'est l'autoroute, quoi. Ok. Voilà. Si j'étais resté seul dans mon coin à Bourvillain à faire des vidéos il y a un mec comme ça, enfin il y en a beaucoup, mais je pense dans un tout autre style à Rémi Gaillard à Montpellier, qui a fait son petit truc dans son coin, dans sa ville, qui fait des millions de vues avec ses gags dehors là, et je crois que ce mec-là est totalement libre. Moi, je suis plus trop libre. C'est mon métier, je le revendique. Ok. Je crois aussi beaucoup. Moi, je suis un amoureux de la salle de spectacle, Ok. de la salle qui fait du moment où on va être mis on va se mettre entre parenthèses pendant 1h30 et où tout va se passer très au présent. Ce qu'on verra maintenant, on le reverra jamais, etc. Donc, j'avais pas trop le choix, quoi, pour aller dans les salles de spectacle. Ok. T'as un peu trop de Ouais, ta liberté contre la J'aurais eu montre le pognon, j'aurais fait comme Dieudonné, j'aurais acheté un théâtre et puis j'aurais Ouais. dit ce que je veux, quand je veux, où je veux, etc. Quoique c'est même pas si simple, mais il y a une histoire aussi d'énergie, il faut vouloir tout casser. Je pense que Kaufman s'en était devenu sa profession de foi. Ah oui, je oui, ne bien veux sûr. pas être un humoriste, Bien je sûr. ne veux pas qu'on me qualifie comme ça. Et lorsqu'il va tout d'un coup lancer une opération où il va catcher avec des femmes, faire du catch avec des femmes, ou qui va négocier pour avoir dans son late show pour avoir l'image qui grésille, tout ça c'est quand même à coup de pression, etc. Et moi je dois dire que j'ai pas l'énergie pour me battre contre ces montagnes-là, contre C'est des montagnes? Bah, c'est des montagnes, parce que le truc est tellement installé. Ouais. Je veux dire, en télé, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui qui nous surprend, qui nous vraiment... Ah, c'est dur. Et Horrible. où on se dit, mais il faut pas que je rate ce rendez-vous. Horrible. À l'époque, il y avait 6 chaînes. Ouais. On adorait regarder soit Canal, soit autre chose, mais aujourd'hui, pour sortir du lot en télé... Non, c'est dur. Voilà, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est dur. Donc, vive Internet pour ça, parce que Internet, millions de formes possibles. Ça permet de. Voilà, les petits tutos que j'ai faits ont été quand même doucement vus, quoi, mais ça m'a permis de d'exprimer un truc pour rire au départ, mais on peut se permettre toutes les formes. Et ça, c'est quand même très chouette. C'est vrai que quand t'as fait les tutos, d'ailleurs, c'est à quel moment que tu te retrouves dans ta maison, dans ton village, et que tu dis allez go, on enclenche la caméra, je vais faire du tuto YouTube. Enfin, tu vois, il y a quand même. Mais alors là, c'est vraiment c'est vraiment très marrant. C'est un peu comme Ruquier, c'était un petit peu le passage forcé. C'est-à-dire que moi, quand je suis allé chez Ruquier, ça faisait 2 ans que j'avais arrêté de travailler. Ah oui. J'avais fait une pause de 2 ans, très D'accord. déprimante. Ok. Des trucs personnels, et puis j'ai eu enfin le goût à remonter sur scène, et il y avait cette émission qui apparaissait à ce moment-là, et moi j'étais vraiment pas du tout télé, j'avais pas du tout envie de m'y coller, mais il a suffi qu'on me conseille de pas y aller pour que j'y aille, et puis je savais bien que c'était ça passe ou ça casse. Alors là, en l'occurrence, c'est passé crème. C'est-à-dire que dès la première apparition, ils ont dit merde, un autre truc, ça fait plaisir. Je crois tout le monde était content. Moi, j'étais hyper content aussi du petit hold-up que j'avais pu faire. C'est pas un hold-up. Hold-up dans le sens où je les ai
Oui, surpris. Ouais, dans ce sens-là, parce que moi, si tu veux, il y a quand même ce truc, j'ai des souvenirs très vifs. Non, mais ça fait un peu le buzz. Ça fait un peu mais le c'est buzz. dingue, parce que même. C'est en ça que c'est un peu le buzz. Je sais pas combien de temps c'était, mais il y a 7-8 ans plus tard, j'ai des souvenirs vifs de tes passages. et j'ai des souvenirs. Moi, je regardais On ne demande qu'à en rire religieusement, et j'ai un souvenir vif de tes passages. Et j'ai non seulement. Je le compare souvent, quand j'en parlais, quand j'ai réfléchi à l'épisode, quand je regardais Serge le Mito, qui est avec Jonathan Cohen, Orelsan et Grin, je sais pas si t'as vu, c'est un petit format court où il y a un mec Jonathan Cohen qui improvise beaucoup, et je trouvais que c'était indissociable de la réaction qu'avait Orelsan et Grinch par rapport à ce qu'il disait. Et toi, tes passages, je les associe complètement au visage blême de Catherine Barma à côté de toi, au visage de Ruquier qui regarde à droite à gauche pour voir si Catherine Barma va pas buzzer en mode tu le sens, laisse-le, je sais pas quoi. Et c'est indissociable de l'énergie que t'as mis dans la salle à ce moment-là aussi, quoi. Donc Catherine Barma qui ressemble un peu à Orelsan, je sais pas si t'es fait gaffe, c'est le même visage. Mais il y a un truc fou de se dire, effectivement, je vais rentrer là-dedans et je vais dire le même prénom pendant 4... Enfin, il y a un truc fort quand même. Voilà. Mais bon, alors là, pour le coup, c'était vraiment dans le style de Kaufman. C'est-à-dire qu'il était hors de question que je leur serve la soupe. Et si je leur servais la soupe, si je leur faisais un sketch comme une imitation de Delarue que j'ai pu leur faire à un moment donné, il fallait que ça reste quand même décalé ou qu'il y ait un pied de nez. Donc ça, j'avais pris le pli. Et pour ce qui est des tutos, moi, je me souviens que j'étais programmé à Paris et que mon producteur à l'époque m'a dit maintenant, t'es gentil, mais ta notoriété n'est pas suffisante pour monter plus haut. T'es dans une salle de 150. Si tu veux monter plus haut, il faut faire des vidéos. Donc là, c'est un petit peu, moi, ce que j'aime pas. Hein, c'est quand c'est à l'artiste de créer sa propre promotion. Beaucoup d'entre nous en sont là. Et des fois, même quand c'est contraint et forcé, ça peut rendre des trucs. Et là, les tutos, en l'occurrence, moi, j'avais pris ça comme une punition, mais je me suis amusé à les faire comme je me suis amusé à aller chez Ruquier 10 fois, pas 20. Parce qu'il y a un moment où... comment dire, ce qui manque, c'est le... Bah déjà, c'est pas la solitude, mais... il manque le côté au 10e, il y a plus, moi je ressens plus l'adrénaline, quoi, le challenge de. Il faudrait qu'il y ait des gens, je sais pas. Mais il y avait un truc fort aussi quand même, c'est parce que alors pour les tutos, j'aimerais revenir après sur le fait que quand on t'impose ça te saoule, etc. Ça je comprends aussi, mais sur aussi les on ne demande qu'à en rire, il y a aussi un truc moi qui m'a marqué, c'est que sur des thèmes, je sais pas si t'es imposé ou si tu choisissais à cette époque-là, mais accro à l'info ou le climat. Au lieu de faire un passage où les gens sont pseudo-moralisateurs drôles avec une opinion souvent très convenue qui en fait est l'opinion de tout le monde mais on le rend un peu drôle, toi tu fais un truc assez... qui est quasiment plus marquant, quoi, tu vois ce que je veux dire, genre tu traites de ces sujets-là qui auraient pu être traités, on aurait pu attendre, et j'imagine Ruquier qui attendait une analyse fine de la société qui permet aux spectateurs de réfléchir et rigoler. Toi tu te dis je vais faire ça, et en fait c'est quasiment plus marquant et ça te donne plus envie de réfléchir au poids de l'info et au poids du climat qu'un passage moralisateur entre guillemets. Je sais pas si tu l'as vu comme ça et peut-être que je surintelise, mais... Enfin, c'est pas moralisateur, les passages qu'ils auront eu. Moi, j'ai beaucoup regardé cette émission aussi. On n'est pas dans la morale, on est déjà dans le divertissement. Oui. Et puis après, s'il y a un message, il est plutôt démagogique qu'autre chose. C'était plus démago que moralisateur. À part quelques-uns, peut-être dans la dernière saison, qui se lâchaient vraiment et où là, ça commençait à devenir... Peut-être que c'est pour ça que ça s'est arrêté, j'en sais rien. Je pense que c'était plus une question d'audience. Mais avant que les gens aient pris... cette émission, enfin les artistes aient pris cette émission un peu en otage pour dire nous on a envie de dire des trucs. Je me souviens d'un Donald Jacksman qui s'était permis de parler Dieudonné sur le plateau de On ne demande qu'à en rire, ça faisait tâche, je te jure. C'était on sentait, il y avait quelques gouttes de transpiration qu'on entendait tomber, quoi. Et là l'astuce plutôt maligne avec mon personnage de Monsieur Fraisse, c'est que finalement, quand on me demande d'être traité, j'ai 10 sujets. J'en choisis un. J'essaie de choisir celui qui est le moins parisien possible, parce que souvent c'est des sujets un peu star, people, machin, ou actu. Donc j'essaye d'un sujet un peu vague. Quand je tape dans un sujet comme si je choisis 1900 invités au mariage de Kate et William, je suis désolé, mais ma manière de traiter, elle est hyper logique. C'est-à-dire que le premier truc que je sais, c'est que j'en ai rien à foutre. Et que je vais vous le montrer. Ouais. Tu vois, ça me dépasse. Moi, ce qui compte, c'est de faire de la télé et de réussir.
je comprends. Et il y a ça dans mon personnage. Il y a un côté très méta très drôle. Et pareil, quand on leur dit, quand ils me font traiter 8 millions de pauvres, à l'époque il n'y en avait que 8 en France, moi je débarque sur ce plateau et je leur dis mais c'est pas mon problème, moi je fais partie des riches. Ouais. Donc, et puis en plus on est plus de riches que de pauvres, donc quel est le problème, tu vois, c'est ouf. tu veux que je le traite et que je dise oh là là c'est beaucoup. Mais rien que dire ça, c'est déjà le traiter, je trouve. Donc d'une certaine manière, c'est traiter le sujet, même si tu refuses de le traiter. Ouais, c'est vrai. Mais tu parles de ça en plus, c'est intéressant parce que il y a donc ce passage télé, ce truc, et toi en te lançant dans les années 90 et tout, t'as vu aussi le passage, parce que je voulais revenir surtout au tuto où on t'impose, etc. Ce passage de une salte-boue qui te dit je vais te faire connaître entre guillemets à une salte-boue en te disant est-ce que tu peux remplir avec ton nom, quoi. Ce truc de en fait maintenant c'est l'artiste qui doit arriver avec enfin c'est plus un théâtre qui te pousse pour te faire connaître vis-à-vis du grand public, c'est toi qui dois être connu du grand public pour que la salle prenne le risque de ce tournant. Tu l'as vu ou tu l'as senti ou ça s'est fait plus naturellement sans le voir venir? C'est allé vite, moi, donc ça fait quand même 18 ans que je regarde ce métier évoluer. Je trouve que c'est allé vite. En fait, c'est allé vite. Il y a eu deux enclenchements vraiment qui ont changé la donne. C'est le Jamel Comedy Club qui a fait quand même apparaître le stand-up en masse. Parce que tout à coup, c'était possible pour tous les petits jeunes de 17 à 25 ans d'éventuellement devenir une star, machin. Et puis après, il y a eu l'émission de Ruquier. Ouais. Allez, ça vient après chronologiquement, ok. Ah bah ouais. Ok. Jamel, c'était bien avant, je crois. Ok, oui, ça doit être 2007 et 2011. Voilà, ouais. et bon, et puis après, petit à petit, les humoristes de partout, quoi. Parce que toi, il y a ce truc de... Les chroniqueurs dans toutes les émissions. Beaucoup de chroniques, hein. Bientôt un humoriste aux 20h. Enfin, pourquoi pas, hein. En tout cas, pour alléger un petit peu le poids de l'info. C'est pas parce que c'est grave qu'on peut pas rigoler. Ouais, voilà, rions-en, c'était qu'un œil. Vous avez perdu un œil, mais c'était qu'un œil. Et ouais, c'est très drôle. Et du coup, t'as aussi cette référence à... parce que là, du coup, on va parler après, effectivement, de tes films, etc., de là où t'as joué, mais il y a eu cette référence à, tu dis, j'ai fait en sorte de choisir des sujets pas parisiens, tu vis pas à Paris, il y a un côté aussi Paris oppressant pour toi. Enfin, moi, j'ai un petit village de 800 habitants et j'ai un truc de... c'est dur. Enfin, pour moi, c'est ce que je dis souvent quand j'en parle, c'est... Pour moi, Paris, c'est... la violence de Paris, c'est un réceptacle où on me rajoute à chaque fois une petite goutte d'eau, et en fait ce réceptacle il se vide jamais, juste il se remplit et je sais pas quel est le contenant maximal et un jour ça va déborder, je sais pas quand. Mais il y a jamais un moment où je relâche la pression. Chaque personne dans la misère devant qui je passe, c'est dur et c'est un peu plus dur à chaque fois. Je reset pas, quoi, il y a pas un bouton reset en mode bon bah ça va mieux aujourd'hui. Et du coup il y a une violence de cet endroit, et quand je vois ton personnage de Monsieur Fraisse, quand je te parle, quand je vois tout ça, je te vois effectivement potentiellement sensible à cette violence aussi des grandes villes, etc. C'est un choix ou alors c'est juste que ça a été ta vie et tu fais comme ça, quoi, de vivre dans une petite ville, de t'éloigner un peu de là où ça se passe, parce que c'est là où ça se passe quand même, quoi. Moi, j'ai un métier qui me gâte parce que je peux me permettre d'être 3 jours à Paris et puis 4 jours peinard à la campagne avec ma petite famille. Donc c'est le luxe absolu pour moi, vraiment. Vraiment, parce que vraiment. t'appelles ça être peinard, mais il y en a qui paniquent à l'idée d'être dans une petite ville pendant 4 jours. D'accord, mais il y a des gens qui je crois que la plupart des gens souffrent d'un enfermement, que ce soit à la campagne ou en ville. C'est pour ça que je te dis que moi je suis dans le luxe, c'est que à la campagne ou en ville, on a peur à un moment donné de s'enfermer et puis de stagner. Bon, bah moi mon métier il m'offre la possibilité d'aller de ville en ville. Là cette année encore de passer une année à Paris, en plus dans une chouette salle, un peu grisante où il se passe des choses, etc. Quand j'enjambe des cadavres, et ben je dis ah ouais c'est affreux, mais je le vis pas aussi mal que quelqu'un qui va enjamber son cadavre tous les matins et en CDI. Donc tout ça, je finis par le vivre bien. Non, attention, dans le parisianisme, moi quand je pense aux chroniques, aux humoristes parisiens qui parlent de Paris, c'est juste que je me dis bah c'est dommage parce que ça va parler nous en tant qu'humoristes, on a envie d'essayer, pas de faire rire tout le monde, mais d'essayer de parler au maximum de gens. C'est-à-dire que les gens puissent comprendre de quoi on parle. Si tu parles de people, bah, ça veut dire que il faut t'adresser à des gens qui connaissent bien ce monde du people. Bon, bah
il y a des sujets, moi, qui me tiennent plus à cœur. Les sujets vraiment de moi c'est très très large puisque ce que je fais est vraiment pas loin du clown, donc le sujet c'est l'humain et toute sa misère, toutes ses peurs, tout ça. Mon personnage est très très universel. Il y a des mots mais il pourrait s'en passer, Monsieur Fraise, des mots, c'est que j'essaye, enfin moi ma grande satisfaction dans ce métier-là, c'est de pouvoir garder aussi bien un enfant de 7 ans qu'une mamie de 77 les yeux grands ouverts sur Monsieur Fraise. C'est-à-dire que quand tu as intéressé plusieurs communautés à la fois, plusieurs générations, tu te dis bah là j'ai un truc, j'ai un outil qui est super, quoi. C'est un outil, Monsieur Fraise. Ah bah oui, c'est un outil, okay. Bien sûr. Et il a une fin ou pas ? Un jour, est-ce que tu te vois créer un nouveau personnage, ou est-ce que c'est ton double, entre guillemets, indissociable, quoi, qui évoluera peut-être, mais en tout cas, est-ce que c'est un double que tu feras évoluer, ou est-ce que c'est quelqu'un à qui un jour tu pourras dire allez, hop, Monsieur Fraise, c'est terminé, quoi ? Mais il m'énerve, ce Monsieur Fraise, parce que quand même, ça fait longtemps que je le connais. En plus, c'est un lent. Il comprend rien. Non, c'est pas ça. Il comprend, mais il met tellement de temps. Tellement de temps à accepter des évidences, tellement de temps à se mettre à travailler parfois. Donc, c'est un lent. Il vit à son rythme. Tu peux le pousser, tu parles, il va reculer. Donc, il m'énerve parce que je peux pas le lâcher, étant donné qu'il est lent. Moi, je m'aperçois qui peut aller beaucoup plus loin. Tu vois, je me mets à la place, alors là c'est de la schizophrénie, mais je me mets à la place de l'élève que j'étais et qui entendait ses profs lui dire mais vous ne ferez jamais rien, mais vous voulez, mais pouvez-vous, mais enfin voilà, qui me mettait le doigt à l'index. Moi je me suis à la place du professeur pour Monsieur Fraise et je me dis non, c'est pas possible, il redouble. systématiquement il faut qu'il redouble et je crois parce que malgré tout avec le temps je suis de plus en plus clairvoyant sur ses possibilités, etc. Je crois qu'il a encore quelques belles années à vivre. Il a un truc, il a encore, voilà, c'est sûr. ce que je ressens ça comme ça, mais que j'anticipe déjà le fait que je veux surtout pas tomber au moment où voilà, je serais vide, j'aurais plus envie. Donc, je suis déjà en train d'anticiper ça et de me dire, il va falloir remettre un truc à plat à un moment donné. Et, à moins que ce vide et ce manque d'envie te fasse rire aussi. J'ai quelques idées excitantes. Ok, cool. Donc, j'ai pas de soucis pour la suite. Parce qu'il y a un truc sur ce personnage, enfin, sur ce que tu es quand tu es sur scène, de maîtrise complète. En gros, j'ai fait la comparaison. Il y a un pote qui m'a conseillé récemment un documentaire qui s'appelle Grizzly Man, et ça va faire un sens à la fin. En fait, c'est un mec qui a vécu 13 étés d'affilée avec des grizzlies tout proches de lui, d'eux, etc. Et il a survécu, alors que c'est des bêtes sanguinaires normalement. Et parce que, quand tu vois dans le documentaire qui est assez impressionnant, le mec ne montre aucune faiblesse, aucun doute aux ours, entre guillemets, et on sent qu'à la premier moment où il flanche un peu, l'ours peut lui mettre une gifle, mais pendant 13 étés d'affilée, il a jamais rien montré. Et en voyant non, mais il avait quand même un saut de croquette à ours, non ? Non, mais il y avait rien. Non, mais c'est incroyable. Ce documentaire est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'était un illuminé complet, mais qui, on doit le... Bon, alors après, il est mort tué par un ours. La fin, elle explique cela. Hein, mais il y a ce truc de... Et en fait, j'ai fait la comparaison avec la scène, et du coup, c'est venu juste après t'avoir vu à l'Européen, donc il y a eu ce parallèle qui s'est fait. Ce truc de, t'as beau être un personnage candide, douter ou quoi que ce soit, peut-être bégayer ou quoi que ce soit, il y a un truc de jamais tu montres au public que tu doutes ou qu'ils peuvent te choper. C'est-à-dire que c'est toi qui maîtrises quand même. J'ai l'impression, en fait, en ayant vu le documentaire, d'avoir compris ce rapport à la scène de, si tu montres une seule seconde au public que tu t'es plus vraiment dedans, que tu peux douter, c'est l'ours qui va te mettre une gifle, bah là c'est le public qui peut te lâcher, quoi. Et toi tu t'es créé un personnage qui, en fait... malgré les doutes, malgré on a l'impression que tu tâtonnes, bah en fait derrière il y a quand même une grande confiance en soi de vous inquiétez pas, c'est moi qui gère le bateau, quoi, entre guillemets. Et que si tu montrais une seule seconde que tu le gérais plus, le public pourrait aussi arrêter de voir la surprise et juste te juger, entre guillemets, ce qui ne se passe pas du tout dans la salle. Non, je sais pas si... Si, t'as raison. En même temps, c'est marrant parce que c'est contradictoire. C'est-à-dire que ce qui est paradoxal, c'est que si je ne laisse pas toute sa fragilité à ce Monsieur Fraise, et si je lui laisse pas toute sa part, c'est-à-dire que si moi je commence à me dire attends, là tu maîtrises pas, je suis en scène, là tu maîtrises pas, ça arrive bizarrement, là, oh, putain lui il regarde son portable, si je commence
à prendre la place de Monsieur Fraise, parce que je suis censé lui donner la place. Et je pense que quand on lui donne sa place à un personnage, ce qui était le cas, c'est criant sur le premier passage chez Ruquier. Là, il est à 150% entièrement le personnage, parce que c'est tellement une situation fragile. Donc, je maîtrise pas cette situation fragile. Ouais. C'est juste que je l'accepte. Ok. Et si je l'accepte, si je dis voilà, quoi qu'il se passe, moi c'est ça que j'ai décidé, c'est de laisser la place à ce Monsieur Fraise que je connais, je lui fais confiance, je le connais, je sais le faire parler, je sais le faire bouger, donc ou je le sais le faire trembler. Donc il y a une question de confiance. Et paradoxalement, c'est si tout d'un coup je suis dans la maîtrise. La maîtrise, je l'ai acquis avec le temps, mais si je suis dans la maîtrise sur le moment de dire attends, je vais faire un petit sourire pour dire que moi aussi je trouve ça drôle. Par exemple, le plébiscite. Bon, je vais perdre de la fragilité. Ouais. Alors oui, le spectateur, il saura que je suis en totale maîtrise, mais je crois que c'est ça qui m'ennuie aussi T'as au eu des théâtre. fous rires sur scène quand même déjà, j'imagine. Pas tellement, non. Non, Ok. c'est pas que je me l'interdise, mais c'est que... Tu t'es jamais eu. Enfin, Non, non, c'est difficile parce que tu gâches le truc. oui, quoi. je comprends, mais parfois C'est- tu veux. Ok, Ouais, mais. ça veut dire que tu laisses le truc, tu te dis, oh là là, non, mais non, moi, la place du spectateur, je l'ai pas normalement. Donc, Ok. il n'y a pas de raison que je fasse ça, que je me laisse aller à Ok. rire de ce que... Ça serait vraiment pas bien. Il y a quand même une espèce d'énorme ode au moment présent, j'ai l'impression quand même aussi. Mais ouais, mais ça tient qu'à ça, évidemment. Ouais, mais c'est parce que on est dans le moment présent, c'est quand même un des mots les plus à la mode de notre époque. Ah bon? Respirer, Et la la bienveillance. méditation, être bienveillant. Bienveillance. Moi, la bienveillance, ce truc qui t'empêche d'être quelqu'un de gentil, quoi. On a remplacé la bienveillance par la gentillesse, ça me rend dingue. Soyez gentil et pas bienveillant, selon moi. Mais bon, ça, c'est impersonnel. Mais en tout cas, ce truc, effectivement, de là où il y a plein de livres, soyez au moment présent, là où on t'apprend à respirer avec Ouais. le ventre, à avoir un mantra, etc. Bah, en fait, effectivement, toi, t'as un truc où quand on vient dans ta salle et quand il y a une ode au moment présent, quoi. Mais je crois que c'est ça qui étonne le public. Hein. Mm, Moi, j'en suis très très content parce que je me dis, c'est une chouette, c'est un chouette postulat parce que finalement, c'est peut-être ça la petite différence avec un spectacle très bien rodé. Moi, pour en revenir à cet acteur que tu regardes, ce comédien, qu'il soit seul en scène ou pas, et qui a une totale maîtrise et qui, moi, je vais te dire en tant que spectateur, si je sens que le mec maîtrise tout, qu'en plus il me le montre bien sous tous les angles, qu'il est costaud, qu'il est fort et qu'il se passera rien, c'est impossible que ça dérape, et ben je vais m'ennuyer Ouais, bien parce sûr. que j'ai besoin moi, de savoir qu'il y a Vulnérabilité. quelqu'un qui peut mourir Bien sûr. dans la salle. Mais c'est sûr, Mais non, bien sûr. Je suis d'accord j'ai avec toi. besoin de ce moment où ça peut tomber à tout moment, quoi. Un truc imprévu. Et le stand-up Bon, tel que après t'en c'est as- une envie personnelle. Non, mais je pense que c'est une des clés. C'est le stand-up tel que tu l'as noté tout à l'heure, comment il est arrivé en France et tout. Il est arrivé avec aussi un espèce de, on en a parlé avec un pote dans un des derniers épisodes, une espèce de fausse assurance en soi, de je maîtrise, etc. Et en fait, il faut aussi une certaine vulnérabilité et être plus soi. Enfin, moi, c'est un tournant que j'ai eu récemment sur scène, mais ce truc depuis que j'arrive. En gros, il y a eu un tournant, c'est une phrase que j'ai écoutée dans un podcast où il dit en fait quand tu arrives sur scène, il faut que tu aies l'état d'esprit de c'est comme si tu étais le dernier arrivé à la soirée en fait. Et juste du coup comme tu es le dernier arrivé, la dernière place c'est la place sur scène et du coup tu es juste là mais avec les gens quoi. Et cette image m'a vraiment débloqué quelque chose d'important. Ce truc de en fait je suis juste le dernier arrivé à la soirée donc voici où je suis. Il y a un travail énorme qui légitimise aussi le fait que je sois là quand même. Mais dans l'état d'esprit, je suis le dernier arrivé à la soirée, quoi. Je suis pas la star du show, quoi. Il y a un truc. J'en vois pas beaucoup de stand-up parce que j'ai eu la prétention et qui est mauvaise de croire que j'ai compris ce que c'était, ça m'intéresse pas, point barre. Et finalement, j'ai été poussé par mon metteur en scène Alain de Gaulle, dit Papy, à aller en voir quand même. Et je suis allé voir. Alors Issa Doumbia, c'était pas du stand-up. Je suis allé voir Blanche Gardin. Blanche, à la nouvelle scène, elle commençait déjà à être très très forte et puis à bien cartonner. Et j'ai pris une claque parce que tout d'un coup, je me suis dit, ah mais non, j'ai pas tout compris au stand-up. Et elle, ce qu'elle a, l'ingrédient justement qu'elle maîtrise parfaitement dans le style du stand-up, l'ingrédient qu'elle a en plus et qu'elle maîtrise, c'est cette fragilité. On sent qu'elle peut s'évanouir et que ce dont elle parle, ça vient du ventre.
C'est pas une machine à rire. Exactement. Elle y met une part d'elle-même immense, le cerveau immense. Et le ventre. Ouais, bien sûr. Et d'où ce succès est mérité parce que elle se fout à poil hein, malgré sa robe et le reste. Le travail sur scène doit être un travail qui s'apporte forcément du cerveau parce que tu peux pas sans passer par le cerveau au tout début parce que c'est forcément là. Et après, il faut que ça descende quoi en fait. Hein. Et je pense que dès que ça arrive au trip, en fait, c'est là où tu fais ton travail quoi. Mais bon, c'est un processus aussi, c'est long. Moi, j'en suis. Ouais, faut être patient. J'en suis à la gorge, moi, pour l'instant. Ah je suis arrivé à la gorge et je descends petit à petit, mais j'en suis encore qu'à la gorge, quoi. Mais il y a ce truc, effectivement, de vulnérabilité qui est important. Et du coup, toi, ça t'a amené aussi, la scène à faire du cinéma. Et le cinéma, pour toi, c'est une récréation ou une nouvelle étape qui te plaît aussi autant que la scène, entre guillemets? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur scène et qui disent j'adore faire un film de temps en temps parce que c'est des moments où on est pris en charge, où on a juste à délivrer en étant tout à ce qu'on est, etc. Et du coup, il y a des gens qui le voient comme une récréation et puis il y a des gens qui voient ça comme une deuxième carrière qui leur plaît. Toi, tu vois ça comment, ton début au cinéma, entre guillemets? Alors non, pas du tout comme une deuxième carrière. C'est un petit peu lié quand même, je pense. Ça ne m'arrive pas par hasard. Il y a des réalisateurs qui sont venus me voir au moment où j'ai débarqué à Paris. Donc tout à fait clairement d'abord Éric Judor, grand fan de Monsieur Fraisse, qui me met le pied à l'étrier, qui me donne un chouette rôle dans la comédie qu'avait écrit Blanche avec Noé Debré. Et puis après assez naturellement il y a ses copains qui viennent. Naturellement c'était pas évident, c'est parce que t'as été aussi très drôle. Enfin je veux dire dans Problemos t'arrives à faire rire en faisant des liaisons quoi. C'est quand même non mais ça passe toujours par la scène malgré tout parce que tous ces réals ils m'ont pas fait passer un casting, ils sont venus me voir en spectacle, ils ont dit ouais lui on va le mettre dans un film parce qu'il est rigolo, donc ou parce qu'il a quelque chose qui nous plaît, donc c'est là où c'est naturel, c'est finalement c'est le style qui est récompensé, puis en plus je crois pouvoir dire que je suis pas quelqu'un d'emmerdant, c'est-à-dire que je pense que quand un réalisateur engage quelqu'un, il a besoin de savoir que cette personne va être motivée, etc. Donc oui, c'est des cadeaux, oui, mais je ne le vois pas du tout comme une seconde carrière parce que je trouve que la carrière déjà du seul en scène et du théâtre, du spectacle vivant, est déjà un gros dossier pour moi. Bien sûr, évidemment. Pour moi, ma petite vie, parce que j'ai ma vie coupée en deux, moi, entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Et vraiment, je les dissocie, c'est-à-dire que... D'où la création d'un personnage, quasiment, peut-être. Mais bon. D'où la création peut-être une manière de se protéger, mais en tout cas, je ne conçois pas de mettre ma vie personnelle entre parenthèses sous prétexte que je vais avoir un super rôle ou en tout cas je réfléchirais vraiment à deux fois, c'est-à-dire que c'est aussi ça qui m'a permis de durer moi dans le temps, c'est que j'ai cet équilibre là, voilà. Donc le cinéma je vais beaucoup dire non. Ok, que ce soit dit, voilà. Et que tous les réalisateurs qui nous écoutent. Et après, je dis aussi vivement la prochaine rencontre, parce qu'à chaque fois, c'est des très belles rencontres, c'est hyper agréable. Alors, pas d'être pris en charge, parce que ça, j'aime pas trop qu'on s'occupe de mon dentifrice, mais c'est surtout de collaborer avec une équipe, quoi. Vraiment, là, on passe du seul en scène, où on n'est pas nombreux, hein, on est deux maximum. Hein. Il y a un qui regarde, et trois avec le régisseur, un metteur en scène éventuel, mais c'est vraiment toute micro-équipe à la grande équipe là, voilà, avec plein de voilà. Bon, après pour être tout à fait honnête avec toi, je vis pas l'adrénaline que j'ai au spectacle vivant, je la vis pas au cinéma, et ça comparé, oui, je préfère le théâtre évidemment. Après le cinéma, moi j'ai un gros bouffeur de films. C'est toujours chouette de participer à des films dont tu as l'impression qu'ils vont pouvoir sortir du lot. Dans le cinéma, il y a... Sortir du lot, parce que si c'est pour participer au énième film qui parle de trentenaires, etc. Oui, bien sûr. Ça va m'emmerder. Mais là, pour l'instant, entre Problemos et Au Poste, et après, il y a eu aussi, je ne l'ai pas vu malheureusement, mais le film j'ai une petite scène dans Le Redoutable. C'est surtout des belles rencontres. Dans Problemos et dans Au Poste, effectivement, il y a ce... Alors, déjà,
déjà, quand tu dis ces différents acteurs et sur scène, évidemment, parce que j'ai l'impression quand même, j'ai jamais eu la chance de faire acteur pour l'instant, mais il y a ce truc de l'acteur, tu dois être avec l'autre, quoi. Enfin, il y a ce truc de connexion à l'autre et tu dois être dans ta scène parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui compte sur toi. Alors sur scène, tu comptes tout seul sur toi, donc déjà, il y a Ouais. un côté de tu peux transférer sur les autres tes émotions qui doit être un peu dur à gérer quand t'es vraiment à fond dedans, limite. Mais du coup, que ce soit Problemos ou Quentin Dupieux, bah, ça touche Éric Judor et Quentin Dupieux qui sont deux personnes comme toi dont je regarde tout quand ça sort parce que j'ai envie de savoir ce qu'ils font, etc. C'est des gens qui ont des yeux de comédie qui m'intéressent beaucoup. Et du coup, quand vous me dites que vous bossez ensemble, il y a un truc qui m'a pas étonné aussi, quoi. C'est pour ça que je te dis, c'est assez naturel, Ouais, ouais. c'est cohérent. Ok. Et c'est des rencontres cohérentes. Donc là, je signe les yeux fermés avec des gens comme ça. Parce qu'il y a une cohérence, on est dans la même envie d'aller chercher des trucs introuvables, même excitation, même goût pour la récréation, mais bien faite, quoi. Ok. Et du coup, au poste, c'est l'œil, c'est écrit enfin, quand il te dit il te manquera un œil, tu dis quoi? Genre, c'est quand même très étrange ce truc-là. Franchement, c'est dingue. Je me dis encore 1h30 à rien foutre dès le matin parce que c'est 1h30 de pause. Ah ouais. Ouais, quand même. 1h30 dans sa tête. Il y a une prothèse. Ah ouais. Ouais. Mais c'est. On se doute pas qu'il y a 1h30 tous les matins. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est énorme. Mais c'est surtout qu'on se demande ce que ça va rendre à la fin, quoi. Oui. Alors, là où c'est réussi, c'est que je pense que le spectateur est un petit peu emmerdé avec ça. Il disait c'est flouté, c'est pas flouté, on sait pas, quoi. Hein. Ça fait pas naturel à mort. Donc pour beaucoup, je pense qu'ils ont dû penser que c'était d'un travail en post-production qui était flouté après, alors que non, c'était une vraie prothèse qui mettait 1h30 à poser tous les matins. Mais en tout cas, de jouer avec un handicap comme celui-là, c'est intéressant. Et parce que ça, finalement, moi je trouve que le regard compte beaucoup chez l'acteur, hein, évidemment. Oui, c'est vrai. C'est l'endroit, quoi. Mais quand il y en a qu'un d'œil, tout est encore plus recentré sur le regard n'a plus qu'un œil, et là c'est très intéressant. Okay, j'imagine. Et le tic de langage, c'est toi ou c'est lui? C'est écrit avant ou c'est toi qui c'est écrit avant. Il en a pas rajouté. Je crois même qu'il en a enlevé parce que il s'est aperçu en voyant mon spectacle. Je pense il a dû être surpris, comme quand j'ai pu voir ses films à Quentin, parce que et là, on est deux personnes, je crois que là vraiment on a besoin d'être surpris, hein, l'un et l'autre, très besoin d'être surpris. Du coup, quand il a vu mon spectacle et qu'il a vu que je procédais un peu de la même manière, mais alors je pense pas spécialement au tic de langage, mais à l'effet de répétition, jusqu'au boutisme. Il y a ça dans Au Poste, hein. Il y a ça dans bien d'autres de ses films, mais il y a ça dans Au Poste, évidemment. Encore plus visible parce que le film est très peu dilué, c'est vraiment un huis clos. Moi je suis content, hein. Problemos, Au Poste, c'est des bons choix, quoi. J'ai adoré les deux, et d'ailleurs on parlait de rencontres, donner la réplique à Benoît Poulvord, ça doit être quand même aussi un peu dingue, quoi, non? Il est en termes d'acteur, enfin pour moi c'est pour le coup un de mes acteurs préférés, quoi, et il y a un truc pour moi qui est magique, c'est ce mec-là, mais ouais. Alors attention, parce que je sais pas si c'est complètement conscient ou pas, mais je suis fan de beaucoup de choses que j'ai vues avec Poulvord. Je suis très impressionné par un Judor ou un Quentin quand je vois leur carrière et leur manière de faire, mais je me refuse de les mettre sur un piédestal. Tu y arrives? Et j'y arrive. Okay. C'est ça qui est dingue. Okay. C'est que j'y arrive en plus. Moi je me suis tellement flagellé toute ma vie à me dire non, t'es qu'une merde, que quand le grand public m'a découvert et que j'ai lu des tas de messages, vous êtes un génie, etc., j'ai jamais cru. Jamais je me suis dit, mais c'est vrai que je suis peut-être un génie. Parce que dans ces cas-là, tu te mets quand même dans une position hyper délicate. C'est-à-dire que t'es plus important que les autres. T'es plus malin que les autres. Bon, attends, t'as eu la chance. Enfin, moi, je considère que j'ai eu beaucoup de chance, que cette chance-là, j'en ai super bien profité, que je continuerai tant que je peux. Mais je ne me considère pas au-dessus des autres. Et de la même manière, quand je rencontre un Judor ou un Quentin ou même un Michel Hazanavicius, je ne les considère pas plus haut que les autres. Ok. Évidemment c'est pas. Intéressant.
Ok, parce que moi, il y a ce truc, Ils effectivement. ne m'impressionnent pas. Ouais, je comprends, mais en vrai. J'aime beaucoup leur travail, mais En vrai, je ça va. progresse, c'est-à-dire que je t'aurais reçu il y a un an, j'aurais été beaucoup plus impressionné que ce que je suis maintenant. Je pense que ça se diffuse aussi au fur et à mesure de rencontrer des gens et d'apprendre à vivre à leur côté, quoi. Mais moi, il y a un côté de... Ouais, mais les héros ne sont pas aux endroits où Ouais. on croit. Mais non, parce que moi, c'est pareil. J'ai été très admiratif d'un mec comme Coluche, etc. Ouais. Et puis tu vas gratter toute sa vie, tu vas regarder un petit Mm. peu. Bah, c'était un mec comme un autre. C'est juste qu'il a eu cette carrière incroyable. Mais c'est un mec comme nous, avec des fragilités encore bien plus grandes que les nôtres. Comme un autre, mais alors j'ai l'impression que quand même tous ces gens qui ont pris une grande partie de l'affiche pendant un moment de leur vie sont évidemment comme les autres, mais avec un truc en plus ou en moins, je sais pas, mais en tout cas ce truc d'être dans la pleine acceptation de ce qu'ils sont, entre guillemets, c'est un côté de Alors tant oui, pis, quoi. c'est vrai que Coluche, c'est pas un bon exemple parce que pour le coup, que ce soit lui ou Andy Kaufman, je crois que c'est des gens qui ont laissé leur vie à leur métier. Bah, ouais, et il y a ouais, Vraiment. un petit peu. Vraiment. Donc là, effectivement, c'est des mauvais exemples. Sans parler de mauvais exemples. Non, mais ça en devient des gens un peu monstrueux. Bah ouais, il y a ce truc de je suis ouais c'est moi, quoi. Et quand Ouais. on écoute le Radioscopie avec Jacques Chancel où Ouais. il est là, il a 26 ans, Coluche, Mm. donc 3 ans de moins que moi, il parle déjà comme quelqu'un qui pourrait en avoir 30 ou 16, enfin c'est lui, quoi. C'est déjà Coluche, Ouais. c'est des Ouais, mais blocs de... ouais, mais il est déjà dans une forme de, je pense, de carapace où il se protège avec son personnage, et son personnage prend une place, en tout cas sa profession de foi Mm. prend une place Il y a gigantesque. une profession de foi, ouais. Gigantesque. C'est intéressant. Alors que je pense que moi je pourrais absolument passer à autre chose sans problème. Ah ouais. Ah ouais. J'aime beaucoup ce métier. Je veux dire, j'ai pas trouvé mieux. Je cherche pas mieux pour l'instant, mais je pourrais passer à autre chose sans problème. Il y a 10 000 autres manières de se rendre utile, machin. C'est juste que là, c'est très confortable puisque c'est choisi. Tu te rends utile quand tu c'est fais choisi. ce métier? Ah bah oui, Ouais. normalement oui, puisque déjà je fais pas de mal. Non, c'est vrai. À la limite, je vais navrer des gens. Faire du bien, plus de bien C'est que pas, de mal. c'est pas très grave d'être navré, mais et puis je fais rire des gens. Je crois que on est dans une époque où il y en a bien besoin. Ah bah non, mais oui, c'est marrant, tu prends un petit moment de voilà. recul quand je dis ça, mais parce que moi je pense vraiment que le point commun des gens que j'aime beaucoup entre guillemets dans la comédie et tout, c'est des gens qui justement cherchent ont eu cette réflexion d'être utile entre guillemets et c'est via ça qu'ils le sont je pour serais l'instant. bien malheureux si je me sentais Ouais, pas ouais. au moins faire du bien. Tu vois, Il y a plein de gens qui aimeraient. utile, je sais pas, parce qu'on peut se passer de rire. Ce qui est important, c'est le fait qu'on fasse sortir des gens de chez eux, que ça crée du lien, que voilà, rire, on pourrait rire chez soi ou rire en regardant sa télé, mais le fait est qu'il y a des gens qui se marrent, qu'il y a des gens que ça étonne, que ça engage des petits débats des fois à la sortie, et puis que c'est déjà pas mal. Ah bah non, mais et puis le rire pour moi, enfin c'est un truc moi qui m'a cassé un peu le cerveau quand je me suis lancé aussi, parce que je me suis lancé un peu tard à 26 ans, mais il y a ce truc de j'ai toujours une recherche d'approbation entre guillemets, et le rire c'est le truc le plus honnête qu'on peut avoir comme réponse quand même aussi. Bah On oui, s- mais en tout cas, attends, on le sent. ouais, mais avec quoi tu fais rire? Ah C'est-à-dire oui, que oui. moi je suis pas certain qu'il faille rire tous les matins de l'actu. Ah oui, non, oui, Tu non, vois, moi non plus. Ouais. Il y a un rire. Ah bah non, le Il ricanement. y a 2000 rires différents possibles. Bien sûr, moi je te parle Et du il y en a rire il y en a qui peuvent être limite malsains. Ah bah ah oui, ok. Ouais, Bah ouais, mais je je pense. suis d'accord avec toi. Je oui, pense mais parce oui. qu'on peut rire de la misogynie ou du racisme au premier degré. Et finalement, petit à petit, moi j'ai pu le constater quand même. C'est devenu le premier truc pour faire rire aujourd'hui, c'est le sarcasme, c'est l'ironie, c'est pas bien, ça, hein. et ça sert pas toujours Non. le schmilblick. Non, c'est pas bien. Des Et fois, c'est marrant parce qu'on ouais. parle de ça, Ouais. quand on parle de toi aussi, on parle quand même de quelqu'un dont on ne sait pas ce qu'il pense de tel ou tel truc d'actu ou quoi que ce soit, et on n'a pas envie de savoir, entre guillemets, tu vois, ça c'est aussi intéressant parce qu'il y a ce côté de qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'est-ce que on aime bien, les humoristes sont les nouveaux philosophes, les humoristes sont les nouveaux... C'est dangereux ça, hein. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, et puis en plus, le truc doublement dur dans l'histoire, je ne donnerai pas de nom, je te le dis à l'avance, mais ce qui est
d'autant plus pas drôle, c'est que souvent, quand les gens se moquent, par exemple, on va se dire que tiens, on va se moquer de Sarkozy qui a échappé à son procès et qui touche des millions, etc. On s'en moque. On s'en moque le matin. On apprend la nouvelle le matin. Déjà, quand on entend l'extrait de Sarko qui parle et qui va dire bon oui, c'était comme ça, très bien. Bon, déjà le mec est très drôle parce que il nous l'a fait tous à l'envers. Puis après, quand le chroniqueur ou l'humoriste le soir va se moquer de lui sur scène en parlant, il va déjà maladroitement lui faire de la pub, mais en plus, il sera moins drôle que Sarko. C'est fou. Il sera moins drôle que. L'original est toujours plus drôle que la copie. Donc tu peux en faire ce que tu veux pour en rire, ce sera moins drôle que le fait du mec lui-même. Ça fait écho à moi, à mon humoriste préféré, c'est Norm Macdonald, c'est un grand stand-upper, mais c'est mon humoriste préféré, et il était à une interview récemment, et quelqu'un lui dit vous faites forcément des blagues sur Trump, etc. Et il arrête tout de suite, il fait non, aucune blague sur Trump, je ne vois pas l'intérêt de faire des blagues sur quelque chose qui est déjà marrant à la base, quoi. Il dit tu peux que ricaner derrière, il dit je ne vois pas l'intérêt. Il a dit j'ai fait qu'une seule blague sur Trump dans ma vie, elle est drôle d'ailleurs, c'est de dire les gens détestent tellement Hillary Clinton qu'ils ont voté pour quelqu'un qui déteste encore plus qu'elle, mais c'est souvent des élections. Mais après il dit j'ai arrêté d'en parler parce que de toute façon c'est drôle à la base, donc c'est pas mon métier, enfin il y a pas de métier derrière, quoi. Suffirait de lire ce qu'il dit et puis je pourrais faire rire quasiment avec un peu d'attitude, quoi. Et du coup ça enlève effectivement le côté travail, quoi. Et puis tu vas te retrouver le 100e mec qui en parle tous les jours, je trouve que ça fait un peu beaucoup, quoi. Il y a un truc comme ça aussi qui est un peu exaspérant, dur avec la comédie, c'est ce truc de dès qu'il y a une grosse affaire, on saute dessus. Ah, puis on voit la liste, enfin j'ai arrêté Facebook, je l'ai enlevé, mais il y avait ce truc de les vidéos et des vidéos et des vidéos qui s'enchaînaient à peu près les mêmes, à peu près aux mêmes endroits, à peu près les mêmes. Et tu dis ah là, c'est oui. Mais parce qu'il y a aussi cette course les gens savent plus vraiment pourquoi ils font ça aussi, parce que il y a tout le monde est dans l'ultra réaction, quoi. Alors que toi, quand on voit toi, et c'est pour ça que c'est trop cool de t'avoir aussi, ce truc depuis 20 ans quasiment, tu développes un truc et tu le lâches pas. Il y a aussi une ode entre guillemets à la constance, quoi. Tu vois, ces gens qui changent tous les jours un peu de métier, de style, de truc, et toi qui dis pendant 20 ans je vais tenir ça et puis on va voir où ça mène. Il y a quand même aussi ce truc de à la fois y croire et à la fois beau dans une époque où on change très vite beaucoup de choses de beau, enfin. Ouais, non mais bien sûr, mais je crois que c'est aussi pas parce que je suis pas un gourmand. Oui. Ah oui. Je crois, ouais. Je suis pas un gourmand. Ouais. Je pourrais vraiment. C'est intéressant ça. Non, mais je veux dire, depuis le temps, j'aurais pu même Ruquier, qui m'invitait à venir toutes les semaines. Je lui disais, non, une fois par mois, c'est bien. Ouais. Bon, et puis. C'est intéressant. Et puis voilà, les autres étaient gourmands. Enfin, je le voyais autour de moi. Ils ont tous très faim. Moi, ça va point trop m'en faut, quoi. C'est-à-dire que je préférais toujours faire 2 très belles représentations dans la semaine que 4. Non, mais alors déjà parce que 4 ça va m'épuiser, mais parce que physiquement moi ça m'épuise, mais j'ai l'impression que dans 4 t'en as une ou deux qui vont être de trop là dans l'histoire. Ouais, et puis tu me fais penser à un truc moi récent, parce que là tu m'as dit en arrivant aussi que tu avais vu un extrait de moi sur scène sur internet. Ça m'étonne, il faudra que j'aille regarder parce que en tout cas je fais très attention à ce qu'il n'y en ait pas. Pour l'instant, du moins, parce que je me considère pas à un niveau, je suis encore en préparation. Et d'ailleurs, la scène, c'est un truc bizarre où en fait, t'es obligé pendant ta phase de préparation d'être quand même devant les gens. Donc, t'es pas un produit fini, mais t'es devant les gens quand même. Donc, il y a un côté bizarre. Mais en tout cas, je fais attention à ça. Et j'ai eu cette réflexion récemment quand tu dis les autres sont gourmands. Ce truc de les gens qu'on aime beaucoup et qui ont ils ont pas des millions d'extraits d'eux ou de passages d'eux ou de machin d'eux. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens prennent pas assez conscience que en fait. Ça peut devenir oppressant d'avoir beaucoup trop de soi sur les réseaux ou sur internet, quoi. C'est-à-dire que ça enlève aussi une part de... Après c'est peut-être des gens qui choisissent plus, c'est à un moment donné quand t'as ton producteur ou ton agent qui te dit faut qu'on te voit partout et que tu l'entends comme argent comptant, je pense que tu peux être vite je crois qu'il y a une espèce de peur de pas exister, de plus exister. Ça c'est vraiment dingo. Et du coup les mecs vont ne pas exister mais partout. Merde. Tu dis quel gâchis. Ouais, c'est vrai. Quel gâchis d'énergie. Ne pas exister partout, putain.
Ah ouais, c'est exactement ça, c'est ne pas exister partout. Ouais, c'est fort, ouais, c'est fort. Hein, c'est... Ouais, bah, mais c'est une évolution où tout le monde aujourd'hui veut. Parce que ça, c'est aussi un vrai truc, c'est qu'avant, il y avait quelques personnes spéciales qu'on allait voir sur scène, entre guillemets, spéciales, en étant évidemment comme les autres et tout, mais qui faisaient de la scène. Et aujourd'hui, tout le monde a sa tribune, sa vidéo, son truc. Donc en fait, les gens sont de moins en moins enclins. J'avais ouvert avec une vanne comme ça pour une soirée d'Yacine Bellou. C'était. J'avais lu que 50% des gens de moins de 30 ans rêvent d'être connus aujourd'hui, d'avoir une sorte de notoriété. Et je dis c'est un gros problème parce que ça fait en moyenne qu'un fan par artiste du coup. Si 50% des gens, tu vois, on va arriver à un gros problème quoi, parce qu'il n'y a plus assez de gens pour aller voir les autres quoi. Ouais, enfin les fans ça se détache. Hein. Je veux dire, je pense à tous les gens qui m'ont fait signer des trucs à l'époque où j'étais chez Ondar. Ouais. T'en as signé des selfie plus ouais. signature. Je pense que le jour où tu dégages, où t'es plus à la télé, le truc il sert à faire une liste de courses parce que non mais parce que il passe d'un fan à l'autre, enfin d'un truc fan à un autre truc fan. Je veux dire, c'est de la conso là, c'est plus. Et toi, t'as conscience d'être de passage. Comment ? T'as conscience d'être de passage, toi ? Oh bah évidemment. Ouais, évidemment. C'est intéressant. Ouais. Et du coup, bah pour peut-être terminer ça, mais cet échange, mais il y a ce truc de. J'ai l'impression de parler aussi que moi en tout cas parfois je le fantasme alors que j'ai à peine commencé ma carrière entre guillemets, mais ce truc de potentiellement un jour tout arrêter en mode disparition de monsieur et Marc Fraise et tu vas aller à ta vie de famille qui a l'air de te tenir très à cœur, à ta vie un peu plus calme. Parce que moi en fait je vois aussi ma recherche, je dis ça pour que peut-être que tu vas mieux identifier ce que je veux dire en parlant de moi, mais ce truc de j'ai l'impression aujourd'hui d'aller chercher une quête parce que je suis passionné par le stand-up, je suis passionné par la scène et je fais ça vraiment pour cette passion qui me nourrit vraiment et qui a mis un espèce de sens à ma vie générale, donc qui me plaît quoi. Mais avec ce fantasme aussi de un jour gagner assez d'argent et aussi devenir assez sage pour pouvoir lâcher tout ça et me dire allez maintenant c'est une vie de contemplation, une vie de calme, une vie avec mes proches, une vie etc. Donc je sais pas si tu as ce fantasme là. Non mais on peut le fantasmer, moi, j'en ai plein des fantasmes mais, et j'ai pu fantasmer ça. Après bon moi la sagesse tu veux j'ai 44 ans donc j'en ai un peu plus qu'à 20 ans et à 30 ans. Je suis loin du compte mais ce que je sais c'est que de toute façon ça ne se passera pas exactement comme je l'ai imaginé ou même tout le contraire. Ça se trouve je vais divorcer demain et devenir vénal et puis signer le prochain Camping 4 donc et devenir le meilleur ami de Dubosc. Non mais j'en sais rien, tu vois. Je peux fantasmer, mais ce qui est marrant et c'est ce qui nous fait un peu vivre aussi, c'est que on sait qu'il va y avoir des surprises. Ouais. Là en plus dans l'air du temps là qu'il y a en ce moment, on le sent hein, que ça peut être surpris à tout moment. C'est fort. Hein. Ouais, c'est assez, parce que là c'est radiophonique, on voit pas tes yeux. On voit pas tes yeux parce que c'est radiophonique, mais il y a ce truc de. Surtout on n'est pas bizarre, samedi sur les Champs-Élysées, mais on le sent. C'est dans l'air, hein. Il y a un truc de les gens sont là, on continue comme hier, mais en fait, ça peut tout. Ouais, c'est marrant, hein. Ce truc de on n'est pas prêt. Tout le monde attend la comète. Et en fait, la comète, elle arrivera pas du ciel où tout le monde l'attend. Elle va venir de l'intérieur de la Terre. Elle est cachée à l'intérieur de la Terre. Tu regarderas sur Internet, c'est expliqué. Et bah écoute, en vrai, merci beaucoup d'être passé. Merci à toi, Louis. C'était hyper cool comme échange. J'en souhaite plein d'autres comme ça parce que c'est très cool. Hein. Comme quand on est. Parce que là, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, on est quand même dans ta chambre, dans un lit. dans un lit. Et on est au top quoi. Voilà, donc c'est très convivial. Mais en tout cas, du coup, tu reviendras au Losset quand tu seras devenu la personne vénale dans Camping 4 et on fera la comparaison entre les deux interviews. Avec plaisir. Du coup, je prendrai pas le métro pour venir. Merci d'être passé. Je crois